Aujourd'hui, donc, on va parler d'addiction et stress post-traumatique. On va faire une présentation pendant jusqu'à 9 heures, hein, voilà, de tout ça. Et aujourd'hui, j'avais envie donc de vous présenter le docteur Samia Laya, qui est médecin référente à la CUMP 84, hein, donc la cellule d'urgence médico-psychologique, pardon, et qui propose également des consultations en psychotrauma, TCC, et ainsi que pour les migrants exilés et déplacés à l'hôpital de Montfermeil. Voilà, pour la petite présentation. Euh, Si jamais il y a des questions, vous préférez comment qu'on fasse au fur et à mesure ou plutôt à la fin? Au fur et à mesure, c'est bien. Euh, Comme une discussion. Ok, Parce très que bien. j'ai pas fait de PowerPoint, du coup. On m'avait dit qu'en général, c'était plutôt fluide comme échange. Tout à fait. Euh, j'ai pas fait ça comme. Enfin, voilà, je viens avec des notions que j'ai à partager. Et puis, s'il y a des questions, j'en ai noté quelques-unes hier. On peut partir de là aussi, hein. On peut partir des questions que j'ai hier et essayer de dérouler après quelque chose qui parle à tout le monde. Mhm. Je vois qu'il y a des travailleurs sociaux, qu'il y a une sage-femme, 3 médecins, des infirmiers, et ouais, c'est très médico-social et très varié. Oui. On va faire quelque chose qui va parler à tout le monde. Et puis au milieu, s'il y a une remarque, moi je ne vois pas qui lève la main, mais peut-être que pour les côtes. Oui, oui, on va surveiller ça. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc ouais, j'ai une approche très TCC, moi, dans ma façon d'aborder la question du psychotrauma et thérapie cognitive et comportementale. Et un peu dans l'approche soit du psychotrauma ou des addictions, finalement, c'est des outils qu'on utilise bien. Euh, sur la consultation psychotrauma, on a souvent aussi des comorbidités addictives, comme on dit. Et ça m'a intéressé d'essayer de comprendre d'où venait ce lien entre trauma et addiction et pourquoi on retrouvait une occurrence comme ça aussi forte entre le trauma et l'addiction. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça ou ouais, je continue comme ça? Oui, Ok, très bien, on vous entend. super. Euh, en termes de, en termes de psychotrauma, bah déjà, je peux revenir aux définitions de base, hein, parce que c'est vrai que c'est un terme qui est bien galvaudé. On entend souvent parler de traumatisme psychique, de psychotrauma. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire et comment c'est défini réellement? Il y a tout un tas de critères, DSM-5, la CIM 10 et 11 se sont mis à définir ça de façon un peu plus précise. Euh, Au sens un peu historique et presque psychanalytique du terme, le trauma, c'est l'effraction psychique. C'est le débordement des défenses du moi, comme défini par Freud, par Janet et par d'autres, euh, avec des simulations intenses finalement qui vont venir déborder nos capacités de régulation émotionnelle et affective. Cette effraction psychique, euh, pour beaucoup et depuis le départ, a été définie en lien avec une confrontation avec le réel de la mort. C'est comme ça qu'on a défini la notion de traumatisme psychique euh, récemment. Je reviens pas sur l'historique du psychotrauma. On pourra, si on a le temps tout à l'heure, je pourrais vous envoyer même mes diapos sur le sujet, de comment ce phénomène de traumatisme psychique, d'état de stress post-traumatique, comme on dit maintenant, a évolué à travers les époques dans sa définition et même dans sa conceptualisation à la base. Et au départ, on était sur quelque chose de très... en tout cas, c'est les premiers neurologues, que ce soit Charcot, on était dès le départ sur quelque chose de très commotionnel, de très neurologique. On a pensé qu'il se passait quelque chose physiquement dans le cerveau quand il y avait une déflagration de bombe et que c'est ça qui faisait l'obusite, on a appelé ça après en France, ou ces symptômes post-traumatiques que rencontraient les militaires qui revenaient complètement sonnés. Donc on pensait que c'était vraiment quelque chose de dont le siège de la lésion était clairement neurologique, en tout cas dans la conceptualisation de l'époque. Arrivent les psychanalystes, arrivent les aliénistes même à l'époque, qui arrivent avec une conception un peu plus psychique et avec cette notion que le siège de la lésion ne serait pas le cerveau, mais la psyché. Et que c'est vraiment plus une effraction et une rencontre avec le réel de la mort
qui sera à l'origine de cet état un peu dissocié qu'on peut observer chez les personnes après. Au même moment, on commence à théoriser aussi la notion de dissociation. Euh, et je vous parle vraiment un peu des prémices de cette psychiatrie où on a commencé à vouloir classer les symptômes, les rassembler en syndromes. Et c'est un peu le début de la naissance des origines du DSM, de ce manuel de psychiatrie à l'américaine qui se veut être la Bible du classement de la psychiatrie, qui n'est pas suffisant, clairement, mais c'est ce qu'on a sous la main pour le moment. Et puis on peut le critiquer à bien des égards, d'ailleurs, le DSM. Ceci étant, c'est là qu'on a commencé à vouloir classer les symptômes que rencontraient les gens en syndromes et essayer de définir des maladies, des pathologies, de la même façon qu'on faisait pour tout ce qui était somatique finalement. Et pour le psychotrauma, on parlait de névrose de guerre encore jusqu'à assez tard. C'est dans le DSM-3 que rentre la notion de trouble de stress post-traumatique dans les manuels de psychiatrie américains. Comment ça rentre, et ça va vous intéresser, les addictos, puisque c'est Chatan, un Américain qui étudiait les symptômes que présentaient les vétérans du Vietnam au retour de la guerre, et qui était complètement addict, qui se retrouvait souvent marginalisé, qui se retrouvait souvent à la rue, qui se retrouvait avec des addictions et des abus de substances chez des personnes qui ne l'étaient pas avant de partir au Vietnam. Au Vietnam même, il commençait à y avoir des consommations massives pendant qu'ils étaient là-bas. Et quand ils rentraient aux États-Unis, c'est des personnes qui étaient dans une grande précarité. Avec à ce moment-là, on commençait à voir l'apparition de l'héroïne, du crack, etc., qui explosait dans les rues des grandes villes. Avec ce phénomène de société qui était que ces vétérans, qui devaient être normalement accueillis comme des héros, financièrement, ça passait encore, je veux dire, ils avaient des primes, ils avaient des choses, mais ils terminaient quand même dans une grande précarité, isolés, etc. Et des consommations d'alcool et tout ça. Donc, c'est la population à laquelle il s'intéressait, Chatan. Et c'est un étudiant qui commence à publier dans les années 70, jusqu'à faire rentrer en 73 la notion de PTSD en lien directement avec le post-Vietnam syndrome. C'est vraiment comme ça que ça a été défini dans le manuel américain au départ. C'est un phénomène de syndrome post-Vietnam. Chatan est venu le décentrer aussi et l'élargir en l'appelant trouble de stress post-traumatique, PTSD, post-traumatic stress disorder. Comme quoi ça ne concernait pas que les vétérans du Vietnam et que c'était une pathologie, enfin en tout cas un syndrome et un trouble à part entière, qui a été classé au début avec les troubles anxieux, et avant encore un grand chapitre des névroses. Non, on ne dit plus névrose psychose, mais c'est comme ça que c'est rentré. Et puis de là, il a déroulé tout un tas de symptômes, de signes cliniques qui pouvaient être évocateurs de troubles de stress post-traumatique. D'où l'abus de substances peut faire partie des symptômes aggravants ou de comorbidité. Voilà pour le petit historique rapide de la question de la conceptualisation de son psychotrauma. Et dès le début de ce post-Vietnam syndrome, on voit qu'on est vraiment dans un lien entre la notion de psychotrauma et la notion d'addicto, en tout cas d'abus de substance et de dépendance. Les bases communes entre l'abus de substance et le PTSD, on va les voir, mais avant d'en parler, je vais quand même dérouler les symptômes du psychotrauma. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de faire le diagnostic de psychotrauma? Je vous enverrai des diapos, je vous enverrai de la biblio si vous voulez, j'ai 3-4 articles intéressants sur le sujet. En gros, dans le DSM-5, pour faire le diagnostic de psychotrauma, il faut cocher un certain nombre de symptômes. Il y a, on va dire, 5 catégories. 5 catégories. La première, enfin le cluster A, c'est l'exposition traumatique. Il faut avoir été exposé à un événement traumatique pour pouvoir parler de troubles de stress post-traumatique. Et on va en parler. Cette exposition à cet événement traumatique doit pouvoir être définie. Qu'est-ce qui peut faire trauma? Est-ce que perdre son chat, c'est suffisant pour parler de traumatisme psychique?
Est-ce que avoir vu des images un peu dures à la télévision, c'est suffisant pour parler de traumatisme psychique? Le DSM nous dit que non, on verra pourquoi. Il y a plein de choses qui rentrent pas dans le DSM. Avoir eu un accouchement traumatique ne fait pas partie des expositions qui peuvent amener à poser un diagnostic de traumatisme psychique. Or, cliniquement, on le voit, nous, chez nos patientes qui ont eu des accouchements terribles, que des fois, ça peut faire trauma. Avoir été hospitalisé pour quelque chose qui ne met pas en confrontation avec le réel de la mort et ressortir d'une hospitalisation compliquée, selon le DSM, n'est pas un critère d'exposition au psychotrauma. Nous, on le voit que des personnes qui sortent d'hospice peuvent être complètement impactées de la même façon que si elles avaient été exposées à la mort. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, c'est la grille de lecture qu'on a aujourd'hui et c'est la plus officielle. C'est celle qu'on va utiliser. Donc il faut avoir été exposé à un événement traumatique. Il faut que cet événement, ce soit une exposition au réel de la mort, donc soit avoir vu quelqu'un mourir, soit avoir tué quelqu'un, parce qu'on peut aussi être traumatisé, on attend soi-même agresseur ou bourreau, il faut le savoir. L'un n'empêche pas l'autre. Avoir appris qu'un proche est mort de façon brutale, ça peut faire trauma selon le DSM-5. Donc, ils ont ajouté dans le DSM cette notion de proche. Avant, il fallait être soit victime directe, soit témoin de quelque chose qui se passe. Depuis le DSM-5, on peut avoir appris qu'un proche a eu et ça peut suffire à faire trauma. En tout cas, c'est reconnu comme une exposition traumatique. L'agression physique ou la menace d'une agression physique. L'agression sexuelle ou la menace d'une agression sexuelle. Ça a été rajouté assez tardivement, puisque avant, l'agression sexuelle n'apparaissait tout simplement pas dans les expositions traumatiques dans les premières versions du DSM. Alors qu'on sait aujourd'hui que l'agression sexuelle est un pourvoyeur de traumatisme immense, parce qu'il y a cet impact et psychique et corporel, et on en parlera tout à l'heure. C'est sûr, on a le plus de dissociation, c'est sûr, on a le plus de résistance dans les traumas de la vie quotidienne, on va dire, malheureusement. Ensuite, il y a tout ce qui est guerre et catastrophe. Ça, c'est l'origine, hein, c'est la source. C'est le post-Vietnam syndrome qu'on retrouve. Et puis, ils ont rajouté aussi la notion de harcèlement. Le harcèlement, tel que défini par certains critères, peut faire trauma de façon répétée, etc. Ça pose la question du harcèlement scolaire, par exemple, en pédophilie. À quel point le harcèlement peut faire trauma, c'est une ligne qui reste voilà. En tout cas, il faut avoir validé ce cluster A des expositions traumatiques et après, on peut commencer à voir est-ce qu'on valide les autres critères pour pouvoir poser un diagnostic de trauma. Il faut qu'il y ait des réviviscences, il faut qu'il y ait une hyperactivation neurovégétative, il faut qu'il y ait des symptômes d'évitement, il faut qu'il y ait on peut avoir, c'est obligatoire, des symptômes dissociatifs et il faut qu'il y ait un impact sur l'humain. Et parmi chacune de ces catégories, il faut un certain nombre de critères que je déroulerai au fur et à mesure, parce que sinon ça va être indigeste si je sors tout là, comme ça maintenant, de bon matin. Est-ce que du coup la notion de temps rentre en ligne de compte entre le trauma et le stress le stress post-traumatique? Tout à fait. On est exposé à un événement traumatique. Dans les jours qui suivent, on parle d'état de stress aigu. On parle même de façon encore plus précise pour découper le temps. On a une ligne temporelle, on a un événement traumatique. Il y a les réactions, ce qu'on appelle les réactions immédiates, c'est le stress et les réactions stress. Donc ça, c'est entre J1 et J3, J0 et J3. On est vraiment dans du stress, qui peut être du stress inadapté. On n'est pas encore dans du psychotrauma. On peut être dans une détresse péritraumatique à ce moment-là. Et on peut être dans vraiment la notion de traumatisme psychique à part entière. Entre J3 et 1 mois, si on continue à avoir des symptômes, on est dans ce qu'on appelle un état de stress aigu, qui peut durer 1 mois. Selon la littérature, il y en a qui parlent même de 3 mois, et qu'on ne peut pas parler de troubles de stress post-traumatique à proprement parler avant 3 mois de persistance de symptômes après un événement traumatique. Moi, je trouve qu'1 mois, c'est pas mal pour parler d'état de stress post-traumatique déjà.
Et puis, il faut imaginer que entre les symptômes au début et c'est dommage, en fait, j'aurais dû faire des diapos, c'était mieux. Entre les symptômes au début et on va dire 1 à 3 mois plus tard, la courbe, elle fait comme ça. C'est une courbe descendante, puisque au début, on va avoir tous plein de symptômes, et c'est normal d'être en état de stress au moment d'un événement traumatique. Sur 100 personnes qui ont été exposées au même événement, au bout d'un mois, il y en a 15 qui vont continuer à avoir des symptômes. Enfin, au bout de 3 mois, et ainsi de suite. En gros, on est sur ces ratios-là. Tout le monde ne développe pas un trouble de stress post-traumatique après une exposition traumatique. Et fort heureusement. Sinon, on serait mal barré. Sur l'échelle de la vie, on a 30% de risque, de chance, de malchance, d'être exposé à quelque chose qui fait trauma au sens de l'exposition réelle de la mort. 30% d'exposition sur l'échelle d'une vie. C'est des études qui ont été faites avant le Bataclan, avant tout ça. Moi, je pense qu'en France, je pense qu'on a beaucoup plus de risques d'être exposé à un événement traumatique sur l'échelle d'une vie que 30%, ne serait-ce que la notion d'accident, etc. Ou alors j'ai un biais de sélection qui fait que je vois que du trauma toute la journée, donc j'ai l'impression que tout le monde est traumatisé. En tout cas, sur l'échelle d'une vie, il y a énormément d'expositions traumatiques, mais au final, en population générale, on est à entre 1 et 2% de troubles de stress post-traumatique à proprement parler, avec tous les symptômes là, du TSM qui persistent en population générale. Je pense que c'est clairement sous-estimé, déjà parce que c'est des chiffres qui datent en France et en Europe, qui datent avant les attentats qu'on a connus en Europe, d'une part. D'autre part, ça ne prend pas en compte les psychotraumas complexes. Et c'est là où on va venir sur quelque chose, et après on va enchaîner sur la dicto et on va voir qu'il y a plein de liens qui se font à différents niveaux. C'est que le psychotrauma complexe, c'est d'avoir été exposé de façon cumulée, répétée, parfois très tôt dans l'enfance, ou sur une longue période, à une exposition traumatique qui dure, ou qui se répète, ou qui menace de se répéter. Typiquement, ça va être des agressions répétées, ça va être avoir été agressé, plus enfermé, plus maltraité, plus. Voilà, ça va être les migrants, typiquement les situations d'exil où ils ont fui la guerre, ils ont vécu du viol, ils ont vécu de la confrontation réelle de la mort en essayant de traverser vers l'Italie, où ils ont vécu la rue à Porte-la-Chapelle, où ils ont vécu l'agression physique, où ils se sont fait tabasser, etc. Et quand ils atterrissent chez nous, ils ont ce millefeuille traumatique d'exposition. Et là, on est plus dans du psychotrauma complexe. Et il est d'autant plus complexe que s'il arrive précocement dans l'enfance, je parle des violences intrafamiliales, je parle des situations d'inceste, on en a beaucoup, plus ça va avoir un impact précoce sur la personnalité même du sujet et sur la façon dont il va se construire, tout simplement, et la façon dont il va interagir et aborder le monde à l'âge adulte. Et même ces schémas cognitifs de base vont être impactés très précocement. Et c'est là où on voit aussi des liens avec l'addicto. On le verra sur un plan neurobio très rapidement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une mémoire traumatique de façon précoce? Ça va jouer sur des systèmes qui sont les mêmes qu'en addicto et on le verra, on va le voir. On va le voir tout de suite même parce que sinon on n'aura pas le temps de tout vous dire. Et on n'aura pas le temps de discuter. J'ai un article super intéressant que je vais vous envoyer, qui est un article de Grisquet là, qui a été publié en 2017 sur la revue Thérapie, qui part de l'hypothèse que le trouble de stress post-traumatique et les problèmes de dépendance et d'addiction sont des pathologies de la mémoire de la même façon. La théorie est intéressante. Il y en a d'autres, il y a plein d'hypothèses, on va les dérouler ensemble. En tout cas, cet article est super bien fait parce qu'il prend le soin de rappeler les bases physiologiques et neurophysiologiques communes avec des cerveaux, avec le cortex préfrontal, l'amygdale, l'hippocampe, et comment tout ça interagit dans l'addiction, dans le psychotrauma, et comment ça se superpose complètement. Enfin, en tout cas, sur plusieurs aspects, pas complètement. Je vous envoie l'article, je ne sais pas comment, je vous le fais passer par... je vous l'enverrai, je trouverai un Oui, moyen. bah, vous pouvez me l'envoyer à moi et puis après, comme on envoie le lien de l'Art Café, du coup, on fait passer aussi les infos en même temps par mail. Donc, Okay. Je tire 2 secondes sur ma vapote, je suis dans la réduction des risques, moi c'est aussi. bien.
Donc, j'avais noté l'article en question, mais bon, je vous l'enverrai. Déjà, en termes de pourcentage de comorbidité entre le psychotrauma et l'addicto, on en a beaucoup. 50% des hommes et 50% des hommes et à peu près 30% des femmes qui ont un psychotrauma euh, ont aussi un problème de dépendance à l'alcool ou à une substance, en moyenne. Et inversement, entre 30, alors j'ai trouvé plusieurs chiffres, entre 30 et 60% des personnes qui auraient et qui ont une dépendance, selon les études, entre 30 et 60, une large fourchette, et des problèmes d'abus de substance, on peut retrouver aussi un psychotrauma. Donc on voit qu'il y a une corrélation. Est-ce que c'est une corrélation? Est-ce que c'est une causalité? Est-ce que parce qu'on est traumatisé, on tombe dans l'abus de substance? C'était la théorie de Chatham avec les vétérans du Vietnam. C'est parce qu'ils reviennent complètement traumatisés du Vietnam qui deviennent toxico-alcooliques et tout ce qu'on veut? Ou est-ce qu'on est dans quelque chose de l'ordre de la corrélation, juste une corrélation parce qu'il y a des prédispositions communes aux deux? Ou est-ce qu'on est dans un lien de causalité dans l'autre sens, à savoir est-ce que parce qu'on est dans un lien de dépendance aux substances et avec des problèmes d'addiction, qu'on risque d'autant plus de se retrouver en situation psychotraumatique. Alors, je vous ai déroulé toutes les hypothèses que j'ai lues sur la question dans différents articles que je vous envoyais. Et j'en ai oublié parce que j'ai fait ça hier soir crash et que je n'ai pas eu le temps de tout noter. Il y en a qui sont quand même étonnantes, hein, d'hypothèses, notamment celle de dire que cette hypothèse de susceptibilité, euh, non, l'hypothèse des hauts risques, ils appellent ça l'hypothèse des hauts risques, c'est que il existerait un trait particulier qui serait prédisposant à adopter un comportement à risque et donc à être addict, ou en tout cas avoir des problèmes d'abus de substance, et donc de mise en danger de soi-même, et donc de risque de s'exposer d'autant plus à un psychotrauma. Je trouve cette théorie hyper culpabilisante pour nos patients. En gros, c'est parce que tu es addict que tu es traumatisé. Ça s'entend sur des troubles de personnalité où il y a des mises en danger de soi et où c'est un symptôme à part entière. Notamment, on parlera de tout ce qui est trouble borderline à l'adolescence, où on est un peu dans les deux. En tout cas, cette hypothèse de haut risque a été décrite. Il y a l'hypothèse de l'automédication, moi, qui me parle beaucoup, notamment avec les populations migrantes, où c'est parce qu'on a un effet de trouble de stress post-traumatique avec ces symptômes envahissants, de réminiscence, de flashback, cet impact sur l'humeur, on l'a vu, cet impact d'hyperactivation neurovégétative avec l'insomnie, cet impact sur l'angoisse et la gestion de l'anxiété, qu'on peut effectivement être dans une consommation et donc après dans un circuit d'abus de substances parce qu'on va rechercher finalement quelque chose de l'ordre de l'automédication, consciemment ou inconsciemment, avec des effets amnésiants, dysphoriques, anxiolytiques qu'on va retrouver dans différents types de substances. C'est une hypothèse. Il y a l'hypothèse de la susceptibilité commune, qui est qu'il existerait une susceptibilité commune à développer un psychotrauma ou à développer un PSPT. C'est que si on risque de développer l'un, c'est qu'on a aussi le risque de développer l'autre. On le verra sur le plan neurobio si ça se passe ou si ça fonctionne ou pas. Et j'ai vu passer un truc, je ne savais pas. J'ai appris ça hier soir, je ne sais pas où il est, qu'il y avait un polymorphisme de gènes qui code pour un récepteur D2 qui est à la fois associé au TSPT et à la dépendance aux drogues. Donc, il existerait un gène codant pour le TSPT qui se retrouve aussi pour la dépendance à la drogue. Ça, ce serait des pistes génétiques et je vous avoue que je ne m'y suis pas penchée parce que la génétique, c'est vraiment pas mon truc. Mais il y a des hypothèses comme ça. Et puis, il y a l'hypothèse des facteurs communs, tout simplement. C'est que le psychotrauma et les dépendances ont des précurseurs communs. Et l'exposition à un événement traumatique en fait partie. Le fait d'avoir été exposé peut amener en soi à un abus de substance pour tout un tas de raisons, y compris en termes de simulation neurobiologique et des circuits de la mémoire et de la mémoire traumatique qui sont activés à ce moment-là. On va le voir du système dopaminergique qui finalement va être un peu le même dans ce cas de figure et qui va venir stimuler un peu finalement les mêmes neuromédiateurs. Là, on revient, vous vous souvenez, dans l'historique du psychotrauma, ces premières étiologies très neurologiques, très centrées sur le cerveau. On est en train de revenir un peu aussi à ça pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête
pourquoi est-ce qu'il y a autant de corrélation entre la dicto et le trauma. Euh, donc, ouais, s'il fallait résumer, déjà en termes de symptômes, les symptômes du DSM-5 du trouble de stress post-traumatique et les symptômes du DSM-5 de l'abus de substance se recoupent sur beaucoup d'endroits. Par exemple, sur le psychotrauma, on va avoir une augmentation de l'anxiété, une augmentation de l'insomnie, une augmentation euh, de l'hypervigilance. On va avoir un émoussement affectif, on va avoir une faiblesse de soi, en tout cas une modification dans sa vision de soi et du monde. On va avoir une hyperactivation neurovégétative avec des réactions de sursaut, en tout cas une capacité beaucoup plus forte à être surpris par les choses. On va avoir le retrait et l'isolement social qui va se mettre en place. On va avoir de l'irritabilité, des comportements d'autodestruction, y compris risque suicidaire, etc. C'est un peu ce qui nous inquiète dans le psychotrauma, c'est le risque suicidaire qui est majeur. On ne meurt pas de trauma, on meurt du suicide après un trauma. Tous ces symptômes-là du psychotrauma, on les retrouve aussi pour beaucoup dans l'abus de substance et dans la dépendance. Et il y a des facteurs de risque communs aux deux, que ce soit le fait d'avoir une charge anxieuse et de stress importante dans la vie, des événements de vie négatifs, les antécédents psy, avoir des troubles d'humeur, etc. Tous ces facteurs de risque qui sont les mêmes pour le trauma et pour la vie. Sur le plan neurobio, il y a les bases qui sont physiologiques et qui sont connues. Sans vous endormir, on va parler finalement des circuits qui sont activés dans le psychotrauma et dans l'addiction qui sont les mêmes. Enfin, voilà. Il y a trois phénomènes en fait. Il y a le phénomène de réactivation de la mémoire traumatique dans le trauma, ce qu'on appelle la réviviscence. La réviviscence, on est en train de revivre la chose comme si ça arrivait de nouveau. C'est pas un souvenir. On est dans du flashback traumatique. On est dans quelque chose où la personne, elle y revivre dans son corps et dans ses sensations corporelles l'événement traumatique comme si elle l'expérimentait de nouveau. Donc cette réviviscence, c'est une réactivation de la mémoire traumatique. Cette réactivation de la mémoire traumatique, elle passe par une activation de l'amygdale, du cortex préfrontal, le cortex préfrontal, l'amygdale, avec un système noradrénergique qui va être hyper activé à ce moment-là, et l'axe hypothalamo-hypophysaire, et là on va être sur quelque chose plus de l'ordre du corticotrope, pour faire simple. Il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle la réactivation mnésique. C'est pas la réactivation de la mémoire traumatique, et la réactivation mnésique à part entière, c'est ce qu'on appellera juste la réactivation pour le psychotrauma. À la différence de la réviviscence, on est en train de revivre quelque chose, on parlera de réactivation quand il y a un stimulus qui va nous remettre en condition de stress, finalement. Comme entendre une ambulance qui passe et que ça nous rappelle qu'on a eu un accident de voiture et qu'on est complètement stressé par ça. C'est un peu c'est pavlovien, finalement. C'est une espèce de conditionnement qui s'est mis en place suite à un traumatisme psychique. Et c'est ça qu'on va aller déjouer quand on va faire de la thérapie cognitive et comportementale. On va essayer de déconstruire tous ces conditionnements pavloviens qui se sont mis en place et émotionnels et cognitifs. Donc cette réactivation, ça va venir faire appel au circuit limbo-cortico-striatal. Ça va venir faire marcher l'amygdale aussi. Donc on est quand quelque chose de l'ordre de la peur, c'est vraiment là que ça se passe, mais sans l'hippocampe. Elle est beaucoup moins activée, l'hippocampe, dans ce moment-là. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la réactivation, de la réminiscence. On est vraiment sur de la réactivation. Donc là, on est plus sur de l'amygdale, sur de l'axe hypothalamo-hypophysaire, on est dans des corticotropes, on est dans des neuromédiateurs noradrénergiques encore, très forts. Et tout ça va aller converger, encore une fois, vers le cortex préfrontal. On voit que ça se superpose là sur les deux. Et puis, il y a la réactivation de la mémoire de la dépendance. C'est un autre circuit qu'on peut mettre complètement en parallèle, ce qu'on appelle le craving. Et en situation de craving, c'est un peu ce qui se passe.
c'est cette mémoire-là de la dépendance qui est un peu réactivée. Et là, on est dans l'activation de l'axe tégamentaire ventral. Euh, on est sur le noyau accumbens, on est aussi sur le cortex préfrontal et on est aussi sur l'amygdale au niveau de cette réactivation de la mémoire de la dépendance. On voit que ça se superpose au niveau du cortex préfrontal et au niveau de l'amygdale de façon assez claire. Ce qui nous amène à penser que les neuromédiateurs qui doivent jouer là-dedans sont les mêmes. Et c'est pas complètement faux. On est dans quelque chose de l'ordre du système noradrénergique. Il y a des neuromédiateurs, la noradrénaline, c'est le neuromédiateur qui est impliqué. Il y a des hypothèses, notamment l'article que je vous enverrai là, qui parle de découplage du système monoadrénergique pour essayer de régler à la fois et le problème du trauma et le problème de l'addiction. Ça serait génial si on avait une molécule qui nous permettrait de plus être addict et de plus être traumatisé. Si on a une, on la commercialise tout de suite. La piste sur laquelle ils sont partis, c'est vraiment celle des bêta-bloquants. Parce que les bêta-bloquants sont des antagonistes des récepteurs bêta-énergiques, l'antagoniste des récepteurs bêta-énergiques. Donc, c'est le propranolol. Et qui vont aller recoupler un peu ce système monoadrénergique et donc aller jouer justement sur ces communications entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Donc, en gros, donner du bêta-bloquant, du propranolol, 1 mg kilo, c'est ce qui est aussi préconisé pour les troubles de stress post-traumatique. Et a priori, il y aurait des pistes qui diraient que ça marcherait tout autant pour juguler un problème de dépendance comorbide à un traumatisme psychique. J'en donne pas beaucoup, moi, des bêta-bloquants. Je donne beaucoup d'atarax pour les psychotraumas, donc de l'hydroxyzine, des antihistaminiques, parce que c'est pas des benzos, parce qu'ils ont un effet sur les réminiscences, sur les cauchemars qui marche bien, parce qu'ils ont un petit effet pour faire dormir le soir, souvent on a des insomnies concomitantes. Ça évite de retomber, en tout cas de maximiser le risque de refaire une coaddiction avec des benzos qu'on aura du mal à arrêter. Et de toute façon, les benzodiazépines pour le psychotrauma, c'est non. Voilà. S'il fallait retenir une chose de ce que je vous dis tout à l'heure, pas de benzo sur le psychotrauma, c'est terrible. C'est terrible parce qu'il y a un effet rebond derrière. C'est terrible parce qu'on n'arrive jamais à les arrêter et que ça vient enquister des phénomènes traumatiques et qu'on a du mal après à aller travailler ça, que ce soit en TCC, en EMDR ou ce qu'on veut. Et que ça vient venir nourrir d'une façon ou d'une autre ce circuit de la dépendance. Voilà, les benzos, c'est le mal. Des fois, c'est bien, des fois, il en faut, mais si on peut éviter, on... Voilà ce qui m'était venu pour les petites questions de Roméo. J'ai pas prévu grand-chose d'autre. Par rapport à vos questions, et après, si vous en avez d'autres, on va est-ce que le circuit de la récompense avec le cortex préfrontal, hippocampe amygdale, est-ce que on peut travailler dessus du coup avec les circuits dopaminergiques? Est-ce qu'on peut traiter en gros ça grâce au circuit dopaminergique, si j'ai bien compris le sens de la question? Alors le circuit noradrénergique, oui, c'est ce qu'on vient de voir, donc avec tout ce qui est bêta-bloquant, avec tout ce qui est antihistaminique, atarax, Terralène aussi. Il y a les ISRS qui ont l'AMM en France pour le psychotrauma, inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Donc, ça va être le Prozac, le Deroxa, le Zoloft ont l'AMM en France pour le trouble de stress post-traumatique à petite dose et sur des périodes pas ultra longues non plus. Enfin, en général, quand on fait de la TCC en même temps, moi, par exemple, le Prozac, je peux le mettre que pendant 1 an, accompagné d'une bonne TCC, puis après, on le baisse et on l'arrête. Quand c'est vraiment des traumas assez simples, ça suffit souvent. Donc, on est plus sur les ISRS, c'est eux qui ont la MM et comme c'est retourné énergique, et ça marche pas mal. Hein. Après, c'était le sujet de ma thèse, c'était qu'est-ce qui marche mieux pour la prise en charge du psychotrauma? Est-ce que c'est les antidépresseurs ou est-ce que c'est les thérapies cognitives et comportementales et le MDR et l'hypnose? Donc, thérapie versus médoc. Les thérapies marchent mieux quand elles sont bien menées. C'était ça le résultat de la thèse.
qu'il fallait avoir les moyens d'aller toutes les semaines chez le psy et que ça marchait mieux que juste de prescrire un comprimé sur un coin de table. Ça semblait évident et il fallait le prouver. Les deux ensemble marchent pas beaucoup mieux qu'une bonne psychothérapie, mais les études israéliennes nous font nous dire que par défaut, par dépit, il vaut mieux mettre un ISRS que rien mettre du tout, ou il vaut mieux mettre un ISRS qu'une psychothérapie dont on n'est pas sûr qu'elle sera bien menée, avec un suivi renforcé, etc. Donc j'ai le Prozac assez facile, d'autant que c'est un petit stimulant, le Prozac, donc c'est pas mal. Euh, mais si on peut éviter, c'est encore mieux. Mais pas de benzo. Ensuite, l'autre question, c'était sur les migrants. Il y a énormément de problèmes d'addicto chez les migrants, un peu plus qu'en population générale, clairement. Moi, ce que j'ai beaucoup d'addictions au tramadol, au lyrica, beaucoup. Qu'ils ont eu souvent sur le parcours d'exil, parce que le tramadol, c'est des choses que certaines armées donnent, des shoots au tramadol ou pour travailler. Notamment en Iran, un peu en Afrique, c'est du tramadol made in India, dans une boîte, c'est du 400 mg. Ils arrivent avec des addictions à 400 mg de tramadol et on doit repasser un petit exprime à 37,5. On arrive à arrêter le tramadol, mais vraiment hyper progressivement. C'est vraiment la drogue des travailleurs, quoi. Le tramadol et un peu les militaires aussi, avec des grosses douleurs. Et vraiment, je pense que c'était distribué comme des bonbons par endroit. Il y a du mésusage de l'Erica. Ils demandent très précisément de l'Erica quand ils arrivent. Donc, c'est vrai qu'ils essayent un peu de construire ça. Voilà, enfin, en faisant vraiment de la réduction des risques, mais c'est hyper compliqué. Il y a de l'alcool plus, il y a du cannabis plus, il y a un aspect transculturel qui va faire qu'ils vont avoir du mal à admettre qu'ils consomment de l'alcool et qu'ils vont être dans un déni total par rapport à ça. C'est une consommation honteuse, l'alcool, pour beaucoup d'entre eux. On va l'aborder un peu différemment. Enfin, c'est un peu l'approche qu'on a, nous, en psy transculturel. Souvent en termes de démons, pas le démon de minuit, mais de démons de l'alcool, en gros, et que si on l'aborde un peu de ce côté-là, d'un côté un peu pulsionnel, un peu quelque chose que c'est le diable, etc., souvent ils l'amènent eux-mêmes comme ça, qu'ils les poussent à consommer. Après, ils vont prier et après, ils essaient de se dédouaner de ce péché-là. Euh, Quand c'est le cas, qu'il y a une croyance derrière, et ben, on va aussi travailler avec ça pour essayer de déconstruire aussi ces addictions. Si on y arrive, ce qui est compliqué avec les exilés, c'est que tant qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas le droit de travailler. Tant qu'ils n'ont pas le droit de travailler, ils sont tout seuls dans leur foyer ou dans la rue. Qu'il y a énormément de trafic, qu'on les utilise souvent eux-mêmes comme des mules. Qu'en ce moment, il y a des espèces de boulettes qui circulent avec, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, une espèce de crack dégueulasse et qui les fait tous décompenser quand ils en prennent. Donc, ouais, c'est très compliqué le problème de l'addicto en situation d'exil et de précarité. Mais il y a du boulot à faire et en fait, on y arrive vraiment. Quand on arrive à aller voir toutes les semaines, on arrive à faire quelque chose sans tomber dans la crise avec l'hospitalisation qui va avec, etc. J'ai vu passer dans cette même question la notion de Internet et réseaux sociaux. Euh, Moi, je suis pas chiante avec ça et je pense qu'il faut les laisser tranquilles avec ça parce que c'est le seul lien qu'ils ont souvent avec le monde. C'est le seul lien qu'ils ont avec leur famille. C'est le seul lien, y compris, j'ai beaucoup de jeunes Afghans qui jouent aux jeux vidéo énormément sur leur portable, qui ont des jeux en ligne. On peut considérer que c'est une addiction aux écrans, soit, mais c'est une communauté en fait qu'ils ont en ligne. C'est leurs amis, c'est des gens avec qui ils jouent, c'est une interaction sociale. Ils font groupe, ils se retrouvent tous les soirs, ils communiquent dans une espèce de bienveillance et de jeu. Ça peut être 3 heures, 4 heures par jour. C'est leur vie sociale. Alors, elle passe par un volet numérique, euh, mais c'est souvent des jeunes qui, de toute façon, n'auront pas cette vie sociale ici parce qu'ils sont exclus, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils ne parlent pas très bien français, parce que la société française n'est pas spécialement accueillante envers les jeunes Afghans qui ne parlent pas français dans la rue, et que bah, si je retrouve autour de cette communauté-là, qui est une communauté bienveillante et de jeu, et ben qu'ils y restent dans cette addiction tant qu'on en est là, tant qu'ils parlent pas français, tant qu'ils ont pas, on est encore une fois dans de la réduction des risques. Je préfère ça que de les savoir complètement en trouble dépressif. J'en ai 2 ou 3 qui gagnent des concours
il y a des concours internationaux, etc., de jeux vidéo qui sont super bien classés dans leur catégorie, qui ont une fierté à y retourner, etc., à se challenger, à jouer, un peu comme on ferait du sport, mais c'est du sport en ligne. Donc, ouais, moi, je suis moins relou sur Internet et quand ils ont Internet, c'est aussi une façon de savoir ce qui se passe chez eux. C'est aussi une façon de garder le lien avec des proches, avec leur communauté, avec des gens avec qui ils ont migré mais qui se sont séparés. Donc, peut-être que c'est une addiction, mais c'est la moins pire. Et voir c'est la meilleure puisqu'il leur arrive en ce moment. Et tant qu'ils sont pas solides sur leur appui, tant qu'ils n'ont pas leur papier, tant qu'ils sont pas dans la vie, parce qu'ils sont pas dans la vie. Souvent, ils sont à côté de la vie. Ils sont en attente, ils sont dans ce sas où ils attendent d'avoir des papiers. Tant qu'ils sont là-dedans, ouais, moi, ça me dérange pas qu'ils soient sur Internet. Qu'il y avait une autre question. La prise en charge des enfants qui présentent un TSPP après une agression. Alors nous, sur le Vaucluse, on a une consultation psychotrauma, on en a même deux. Il y en a une à Joseph Grasset, l'Institut de victimologie, 10 avenue de la Synagogue dans Avignon. C'est pour les traumas, on va dire, plutôt simples. Simple, pas qu'il soit facile, mais simple en mode une seule exposition. Et puis, il y a les psychotraumas complexes. Donc, on est plus sur des histoires d'inceste ou de traumas à répétition ou de traumas anciens cumulés. Et là, c'est à Montfavet, c'est la consulte psychotrauma aux Arcades. C'est les deux lieux de prise en charge du psychotrauma dans le Vaucluse qui ne soient pas la CUMP. La CUMP, c'est le SAMU, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique. Et la CUMP, en gros, on m'appelle pour aller sur le terrain dans le cadre d'un événement traumatique. Là, on nous appelle tous les 2 jours pour aller accueillir des bus ukrainiens. À la base, nous, on faisait plutôt de l'attentat. Bon, maintenant, on nous fait faire autre chose et il y a du trauma aussi, donc il y aura du boulot de toute façon. Donc ça, c'est les lieux où on prend en charge le psychotrauma aujourd'hui dans nos il n'y a pas encore de consultation psychotrauma pédopsie. C'est pas encore le cas. Je sais que c'est dans les projets, je sais que c'est même en train petit à petit de se monter. Je sais que la pédopsie s'intéresse beaucoup à cette question, y est formée. Il y a des médecins de pédopsychiatres qui sont même volontaires à la CUMP, qui sortent avec nous à chaque fois qu'on sort et qui sont très contente d'avoir pour s'occuper des enfants en troubles de stress post-traumatique. Donc pour l'instant, on n'a pas de consultation dédiée, mais elle est en train de se monter. C'est le docteur Christine Bonneron, la pédopsychiatre d'Avignon, qui est en train d'essayer de monter quelque chose, d'avoir un peu de financement pour ça. Il y a plein de soignants intéressés, que ce soit des médecins, des psychos qui sont formés et qui, je pense, vont rejoindre cette consulte. Donc ça va se faire. En attendant, pour les enfants, ça va être la même chose que pour les adultes. En termes de prise en charge, ça va être verbalisé, déjà. Permettre une catharsis à un instant T. C'est bien si c'est juste après. C'est pour ça que c'est tout l'intérêt du débriefing psychologique immédiat, c'est d'éviter que ça se chronicise derrière. Mais si c'est arrivé il y a longtemps, il n'est jamais trop tard finalement. Il faut que ce soit la temporalité du patient, pas forcé à parler. Et c'est pareil pour l'enfant. Mais en tout cas, il faut proposer. Et chez l'enfant, ça peut s'exprimer de différentes façons. Les symptômes qu'on a vus chez l'adulte, chez l'enfant, on va être, ça dépend de l'âge, hein, mais on peut avoir des symptômes un peu différents. On peut avoir de la régression. On peut avoir un enfant qui faisait plus pipi au lit, qui s'en remet à faire pipi au lit. On va avoir des problèmes à se séparer de l'adulte, avec des troubles de l'attachement qui vont se mettre en place chez un enfant qui était avant autonome, qui là ne va plus pouvoir du tout se détacher de l'adulte. On peut avoir au contraire un enfant qui a plus du tout confiance en l'adulte, si c'est l'adulte qui a été l'agresseur. On va avoir beaucoup de somatisation plus que chez l'adulte, chez l'enfant. On va avoir mal au ventre, on va avoir mal à la tête. On prend ça en charge en le verbalisant déjà. Quand ils sont en âge de parler, ils arrivent bien à mettre des mots. Ils arrivent vraiment bien à mettre des mots. Quand ils sont pas encore en âge de parler, on a plein d'outils de médiation pour permettre d'exprimer. Bon, il y a le dessin, mais faut arrêter de faire dessiner les enfants tout le temps. Parce qu'il y a les dessins leurs, ils peuvent faire des jolis dessins avec des magnifiques arcs-en-ciel et des fleurs, et qui, même s'ils ont vécu un traumatisme terrible, parce que c'est le dessin qui rassure l'adulte et qu'ils n'ont pas envie d'inquiéter papa et maman, donc on va faire un joli dessin. Donc le dessin, il faut voir ce qu'on en fait et comment on le fait. Il y a les thérapies familiales aussi qui nous permettent de prendre en charge des groupes. Le problème du trauma des enfants, c'est quand l'agresseur est toujours là et qu'il n'est pas loin. Donc on est plus dans de l'ordre du signalement. C'est quand il y a eu du viol ou de l'inceste ou de l'agression intrafamiliale ou de la violence intrafamiliale, y compris
y compris pour les femmes victimes de violences intraconjugales, hein, et que la personne vit encore dans ce climat-là. Et que là, si on travaille le trauma à ce moment-là, il faut être bien sûr que derrière, on a mis à l'abri. Euh, donc ouais, la question de la prise en charge du psychotrauma de l'enfant, elle est complexe, elle se monte. Elle est déjà en cours au CNPEA. Je ne sais pas où vous êtes, la personne qui m'a envoyé cette question, mais au CNPEA, si vous précisez que c'est un trouble de stress post-traumatique chez un enfant et que est-ce qu'il existe une consulte psychotrauma qui est en train de se monter avec le docteur Baudron, de plus en plus, j'ai l'impression qu'elle arrive à en prendre. Elle les fait venir vraiment sur mon favet, mais elle est en train petit à petit de monter sa consulte psychotrauma enfant. Voilà, et après, il y a une autre question que je n'ai pas comprise, mais je vais vous la lire quand même. Une question, comment confirmer un diagnostic de cette problématique et une histoire de comptabilité psychique. Alors, qui m'a posé cette question et que voulez-vous dire? La comptabilité psychique, ça vous parle? Ah, je la retrouve. La question, c'est lorsqu'on est devant une comptabilité psychologique, compatibilité, pardon, psychologique, sachant qu'on est devant des pathologies duelles complexes, comment nous pouvons confirmer le diagnostic de cette problématique? Vous avez 2 minutes. Camoulox. Ouais, c'est ça. Non, je pense que c'était compatibilité et pas comptabilité. Du coup, c'est un peu plus clair. Euh, Comment on peut confirmer le diagnostic de la problématique? Bah, je pense que on a répondu aux questions, c'est Oui. comment on pose le diagnostic autrement, en fait. Bah, il y a tout un tas de critères. Il faut avoir été exposé, il faut avoir des signes d'évitement, des signes de réticence. Il faut vraiment cocher tout un tas de critères aujourd'hui, selon le DSM-5, pour pouvoir poser le diagnostic de psychotrauma. Voilà. Et je vais arrêter parce que du coup, j'ai fait que parler, il n'y a pas eu de questions et j'ai enchaîné et peut-être qu'il y a des questions. Alors, il y en a une dans le chat. Que pensez-vous du neurofeedback dans la prise en charge du psychotrauma? Alors, Bah, c'est ce qu'on fait, en fait. le neurofeedback, déjà, je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde, cette notion. C'est qui pose la question? C'est c'est les collègues. C'est les collègues de Nice, d'Antibes. Oui, c'est les collègues d'Arcas Sud d'Antibes. Ce qu'on appelle le neurofeedback, Euh, c'est ce que reprend Brunet, la théorie de Brunet, qui a fait l'étude Paris Mémoire Vive. Ils ont pris 400 victimes du Bataclan, euh, auxquelles ils ont proposé un suivi psychotrauma en donnant un bêta-bloquant et en faisant écrire le récit de l'exposition traumatique, comme on fait en TCC, en fait, je à la première personne, au présent, je suis en train de voir ça, je suis en train de voir ça du début du trauma jusqu'à la fin du trauma. Et on lit ça toutes les semaines, une fois par semaine. C'est de la réexposition, en fait, finalement, mais qu'on fait avec un papier. Et sauf que lui, dans son protocole, il rajoute 1 mg kilo de propranolol 1 heure avant. Et après, on passe des échelles d'évaluation avant et après, et on voit si les gens sont moins traumatisés après qu'avant. Et bien sûr, les gens sont moins traumatisés après qu'avant. Et bien sûr que ça fonctionne, mais ça fonctionne, je pense, déjà parce qu'ils sont juste pris en charge pendant Ouais. 1 an une fois par semaine, mais avec une approche TCC où on va aller travailler sur l'image mentale traumatique. C'est ce qu'on fait aussi en hypnose. Je fais aussi l'hypnose par ailleurs et on va aller dans l'image traumatique. On va pouvoir modifier des détails, la rendre moins douloureuse, moins impactante en travaillant sur l'émotion. Et ce truc de neurofeedback, faire des allers-retours entre la mémoire traumatique et les capacités de résilience, finalement, c'est qu'on est en train de, de remettre le souvenir dans la mémoire épisodique, enfin dans la mémoire autobiographique normale. Voilà. Après, il y a 1 milliard de techniques qui sont commercialisées avec ça. Il y a les 6C, tout le monde en parle en ce moment, c'est ces techniques de briefing israélien qu'on fait déjà en fait. Hein. Qu'on fait déjà, juste on n'a pas appelé ça le système, mais c'est ce qu'on fait tous. Voilà, ça leur permet de commercialiser un truc. Tout ça est basé globalement sur la même chose en fait. À partir du moment où on sort d'une prise en charge de type psychanalytique, qui n'est pas du tout mon approche,
Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien, juste moi, c'est pas mon truc. Et qu'on part sur quelque chose de TCC, EMDR, hypnose, diffusing, IPPI, neurofeedback, tout ça, on retrouve finalement le même paradigme de prise en charge et qu'on peut retrouver aussi en addicto dans la réduction des risques et dans l'accompagnement addicto qu'on fait aussi en hypnose et qu'on fait aussi en TCC. Je trouve que c'est à peu près la même chose. On revient toujours aux mêmes bases. J'ai vu passer une question, mais je ne peux pas regarder. Dans le chat, il n'y en avait pas d'autres. Du coup, sur un patient, alors j'ai en tête un patient forcément qui justement a vraiment ces deux pathologies-là. Ils sont très très imbriqués l'une et l'autre. Qu'est-ce qui, entre guillemets, serait la bonne, entre guillemets, façon de procéder? Est-ce que d'abord, faudrait s'occuper du psychotrauma? Est-ce que d'abord, il faudrait s'occuper des addictions? Est-ce que les deux en même temps? C'est toujours On y a un petit peu répondu Ouais. tout à l'heure, mais La poule, est-ce que c'est parce qu'il est trauma qui boit, enfin, qui consomme, ou est-ce que c'est parce qu'il consomme que ça nourrit le processus traumatique? Moi, je pars c'est ce qu'on fait en TCC. On est très pragmatique. Et quel est l'objectif principal du patient? Qu'est-ce qui, lui, en ce moment, a envie de changer? S'il pouvait changer un truc maintenant, c'est quoi le plus urgent? C'est quoi le plus important? Et qu'est-ce qui le fait le plus souffrir là maintenant? En termes de souffrance, vraiment, en termes de qu'est-ce que ça me coûte? Euh, et souvent, le patient il est capable de répondre lui-même, hein, de dire le trauma, je sens que c'est un gros truc, il va falloir du temps. Déjà là, j'aimerais moins consommer, j'aimerais moins, voilà. Et après, on pourra travailler le trauma. Ou inversement, quelqu'un qui va dire, mais moi, tant que je n'ai pas digéré ce trauma, je ne peux pas arrêter d'être dans de l'abus de substance parce qu'il n'y a que ça qui me soulage. Et là, on va plus aller travailler sur le trauma. Et en fait, ça va se faire en parallèle. Idéalement, avec un double suivi TCC hypnose, par exemple, avec plus de la TCC sur le trauma et plus de l'hypnose sur l'addicto, par exemple. Ça marche pas mal, l'hypnose sur l'addicto. Enfin, ça dépend des addictions, hein. Quand il y en a plein, c'est un peu plus compliqué, mais sur le tabac, ça fonctionne pas mal. Donc, ouais, ça va être le patient. Moi, je pense qu'il faut interroger la personne, en fait, sur ce qu'elle veut, elle, dans quelque chose de l'ordre du savoir expérientiel de l'individu aussi et de ce que lui pense de ce qu'il est en train de vivre en ce moment et vers quoi il veut aller. Tout en mettant en lumière quand il y a des défenses, et il y en a souvent, bien là, voilà, vous êtes en train de dire que c'est pas très grave, mais peut-être que c'est un peu défensif. Il ne faut pas hésiter aussi à avoir ce reflet-là en miroir avec le patient et dire ce qu'on observe. Voilà. Mon approche à moi, en tout cas. merci beaucoup. On arrive à 9h pile, 00, c'est de la ponctualité. Est-ce qu'il y en a, on a peut-être une minute encore s'il y avait une réaction, une ou deux réactions éventuellement. Ça a été une présentation vraiment très complète. Merci beaucoup, très intéressante. Je suis désolée de bon matin de vous avoir mis la neurobio. Ça faisait partie des questions. Tout le monde était volontaire pour venir. Ça va. Tout le monde était consentant. Oui, bon, en tout cas, comme d'habitude, c'est enregistré, donc c'est disponible sur les réseaux. On l'envoie par mail aussi, du coup, avec les articles éventuellement que vous pouvez me faire passer. On vous envoie ça dans les prochains jours, demain ou après-demain. Ouais, voilà, parfait. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Nous dit le CAP 14. Eh bien, je pense que s'il y a rien d'autre, on va clôturer. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et précise. Laurence Sauty aussi. Voilà, merci beaucoup en tout cas, docteur Laya. C'était très intéressant. Ravie de vous avoir rencontré en virtuel, mais ravie de vous avoir rencontré aussi. Avec plaisir, si vous refaites des cafés sur quelque chose peut-être de plus clinique et de moins neurobio, ça peut être bien aussi. Ouais, c'est noté. C'est noté. C'est un sujet tellement intéressant qu'il y a, il y a plein de choses à en dire. Mais c'est toujours à 8h, ma pauvre. Mais c'est toujours à 8h. Le matin, c'est dur, vraiment.
C'est vraiment parce que c'est vous, hein, j'ai mis le réveil et tout. Euh, Pas seule avec mes consultes, mais non, c'était chouette de se prendre ce café avec vous. C'est un plaisir qui a été hautement partagé. Bonne journée à tous, à Et très bientôt. bonne journée, merci beaucoup. À très bientôt. Et Au puis revoir. au mois prochain pour le prochain Art Café sur addiction et personnes âgées. Voilà, autre À sujet. bientôt. Très bien. Allez, bonne journée, bonne semaine à tous.